Bonjour tout le monde et bienvenue à notre troisième et dernière session parallèle de l'Académie ANH. Nous allons aujourd'hui travailler de la gouvernance système alimentaire, politique et législation. Je suis Émilie Viviane et je suis la responsable technique de cette session. Un grand merci à vous tous pour participer à l'ANH 2022. Et maintenant, je vais passer la parole à Namukolo. Vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Un grand merci à tout le monde. Comme nous vous l'avons dit, la session est sur les gouvernances, système alimentaire, politique et législation. Et notre premier intervenant sera Madame Katharina Vasconcelos de la City University de Londres. Elle était une étudiante en master en politique alimentaire et elle va travailler sur les systèmes et également comment sur les municipalités adoptent une approche fondée sur les systèmes alimentaires pour élaborer une politique alimentaire. Chère Katharina, vous avez la parole. Merci Namukolo, bonjour tout le monde. Je partage les résultats d'une étude sur comment les municipalités adoptent une approche fondée sur les systèmes alimentaires pour élaborer une politique alimentaire qui a été réalisée dans le cadre de mon mémoire de master et j'aimerais remercier ma professeure Corinna Hawkes. Professeure Corinna Hawkes, je vais présenter les principales étapes concernant les objectifs et contextes des systèmes alimentaires avec les politiques alimentaires en premier lieu. Et j'aimerais que vous pensiez comment les villes travaillent dans les cadres des méthodes des systèmes alimentaires. La plupart des enjeux principaux sont aujourd'hui et des différences complexes entre les différents acteurs et les différentes activités. Ainsi, l'analyse des interventions et des politiques à travers tous les éléments qui composent le système alimentaire sont nécessaires pour avoir et proposer des solutions cohérentes et des cohérentes. L'objectif et le contexte de l'étude, c'est en fait de travailler sur les défis et les opportunités auxquelles les villes sont confrontées dans une mise en œuvre de l'approche sur les systèmes alimentaires pour développer la politique alimentaire urbaine et notamment dans le cadre du Portugal. En 2018-2019, une nouvelle législation habilite les municipalités pour étendre leur intervention en matière de politique alimentaire. Ainsi, plusieurs lois au Portugal ont leur permis aux municipalités de travailler sur ces travaux de conception d'un cadre d'évaluation à l'approche des systèmes alimentaires. Ainsi, pour travailler sur la conception d'un cadre d'évaluation de l'approche des systèmes alimentaires au Portugal, nous avons développé trois étapes. En premier lieu, c'est la conception d'un cadre d'évaluation de l'approche des systèmes alimentaires afin différentes composantes de ces processus. Cela est géré de 5 domaines. Les villes doivent s'assurer qu'il y a suffisamment de données concernant les processus alimentaires locaux, également des plans de politique dans l'application de cadres qui sont liés à l'alimentation des villes. Et en troisième étape, c'est en fait une exploration des interprétations des villes sur les défis et les moteurs. Ainsi, nous travaillons dans une approche du système alimentaire. Nous visons à identifier les compromis et promouvoir la cohérence, aborder plusieurs résultats, promouvoir la collaboration multipartite et soutenir la politique intégrée. Nous passons à la deuxième étape, c'est-à-dire l'application de ce cadre dans les villes et dans les stratégies pour le savoir suite à l'étape numéro 1 qui consiste à concevoir un cadre d'évaluation de l'approche des systèmes alimentaires. Nous passons à l'étape numéro 2 sur l'application du cadre à l'alimentation des villes et stratégies politiques. La méthode qui est semi-structurée propose un certain nombre de 5 entretiens. Les systèmes et l'observation des données des systèmes alimentaires. La plupart des projets et des programmes développés par les municipalités n'ont pas toujours présenté suffisamment et une évaluation systématisée. Les indicateurs évalués par les municipalités sont souvent concentrés sur un certain nombre de projets qui n'ont pas d'évaluation complète du système alimentaire local. La municipalité de Porto a présenté des programmes
spécifique sur l'environnement, la cartographie alimentaire et également le statut alimentaire des enfants dans les écoles publiques. Question sur une intégration horizontale, en général, se concentre sur une structure organique de chaque municipalité où il n'y a pas suffisamment d'équipes ou de comités qui est responsable de l'intégration des systèmes alimentaires et des initiatives qui y sont liées. Afin de gérer les questions alimentaires, dans ces questions sont assez similaires au concept alimentaire. Donc, c'est municipaliser des systèmes alimentaires intégrés afin de faire face aux résultats des systèmes alimentaires. En dernier lieu, l'étape numéro 3, qui vise à explorer les interprétations des villes sur les défis et les moteurs, un cadre de financement qui, dans le cadre des défis, des enjeux, un cadre de financement qui a souligné les difficultés à définir leur stratégie intégrée concernant les cadres et les incitations actuelles, un manque de ressources publiques et de financement dirigé pour les outils qui favorisent les structures de collaboration, une question de compétences en gouvernance collaborative, un handicap pour promouvoir et maintenir des partenariats et une collaboration multipartite en vue d'une stratégie alimentaire intégrée, une difficulté de maintenir l'engagement et l'action concertée pendant une longue période. Dans le cadre des intégrations horizontales, il faut savoir que de l'alignement et de la collaboration entre les différents services municipaux est une tâche difficile et un manque des équipes spécialisées. Il convient également de souligner que les données sur les systèmes alimentaires, manquaient de données sur les systèmes alimentaires en général, et également un certain nombre de données systématisées sur les différentes activités et acteurs du système alimentaire. À titre d'exemple, un pacte urbain en faisant la promotion de conférences où d'autres villes partagent leurs stratégies. Et en dernier lieu, les visions politiques ont été intéressantes. Cela a été déterminant pour mettre la nourriture sur l'agenda et promouvoir une stratégie alimentaire complète. Afin de conclure, à terme d'implication politique, il convient de souligner l'importance de la construction de mécanismes de données sur les systèmes alimentaires. Parfois, il convient de promouvoir des mécanismes innovatifs qui permettent une intégration des données de la part de plupart de disciplines. Il convient également de souligner l'importance, dans le cadre de ces implications politiques, d'améliorer la collaboration entre les parties prenantes afin d'apporter plus de perspectives. Il vous reste une minute, Rina. Oui, j'arrive à la fin de mon propos. Donc, je disais améliorer la collaboration entre les parties prenantes dans le cadre des implications politiques. Et cela va améliorer une vue holistique des enjeux sur la table et également, en dernier lieu, activer des installations de gouvernance à plusieurs niveaux, une intégration de politiques alimentaires qui sont nécessaires en amont et en aval. Et cela m'amène à la fin de mon propos. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Raina, très intéressant de ce qui a été réalisé au niveau local, parce que cela est très important. Maintenant, pour ceux qui ont des questions, je vous invite à poser vos questions dans la messagerie. Il y a quelqu'un qui gère la fonction messagerie. Et à la fin, lors de la session questions-réponses, nous essaierons de vous répondre dans les meilleurs délais. Notre temps maintenant, passer au prochain intervenant. Nous allons recevoir Gabriela Fretes de l'École de nutrition et des sciences de la nutrition à l'Université Traft. Et sa présentation va travailler sur les changements du régime alimentaire des enfants et des adolescents à l'école après la mise en œuvre de la loi chilienne sur l'étiquetage des nourritures et sur la publicité dans le cadre d'une étude longitudinale. Gabriela, vous avez la parole, chère Gabriela. Bienvenue concernant cette présentation sur les changements sur le régime alimentaire des enfants et des adolescents suite à la loi chilienne sur l'étiquetage et la publicité. Il y a plusieurs composants de ce système qui peuvent affecter les enfants et les adolescents. C'est l'environnement alimentaire, notamment l'environnement scolaire, le marché commercial, les restaurants, d'autres.
il convient également de modifier cet environnement. Cela a été proposé dans la région l'environnement alimentaire où le cas du Chili est très intéressant. Pourquoi le Chili? Le Chili a été le premier pays dans la région et dans le monde et qui a introduit des étiquetages obligatoires sur les nourritures en mentionnant les calories, le sucre et le sodium, notamment, comme vous pouvez le voir sur la carte. D'autres pays dans la région LATAM ont suivi la tendance avec les mêmes régulations en soulignant l'importance du modèle chilien et en le dupliquant. De plus, la loi chilienne sur l'étiquetage et la publicité a été mise sur pied dans le cadre d'une régulation entre 2012 et 2019. Comme vous voyez, la politique a été réalisée en 3 étapes, commençant en 2016, en plus flexible et en devenant beaucoup plus restrictive pour définir des régulations sur la nourriture et les boissons. Cette loi est complète car elle prend en compte également les restrictions sur le marketing visant les enfants et les environnements scolaires. L'évaluation ont montré des résultats très positifs concernant les aliments et les boissons emballées et également les boissons gazeuses dans le foyer, le contenu du sodium, du sucre et également tous les produits au niveau des foyers et des ménages pour travailler sur l'exposition des enfants et des adolescents aux publicités. Il y a également des études qui ont montré que cela avait réduit euh, les effets négatifs de la nourriture. Cependant, il n'est pas encore su si ces changements dans l'environnement scolaire ont impacté les enfants et les adolescents. Dans L'objectif ainsi était d'évaluer l'impact de la loi chilienne sur l'étiquetage et la publicité des aliments, sur l'alimentation des enfants et des adolescents à l'école et en dehors de l'école, avec des sous-objectifs, notamment en numéro 1, de mesurer la consommation des enfants et des adolescents de nutriments clés qui sont les plus préoccupants, le sucre, les graisses saturées et sodium à l'école et avant et après la mise en œuvre, la politique, l'aide de rappel alimentaire de 24 heures, mais également caractériser la consommation des enfants et des adolescents de nutriments essentiels, sucres totaux, des graisses saturées, sodium en milieu extrascolaire, mais à la maison également. Les méthodes utilisées, 349 enfants, environnement alimentaire, une cohorte chilienne, 294 adolescents, étude de la cohorte sur l'obésité de croissance, un certain nombre de rappels diététiques de 24 heures collectés entre janvier et juillet 2016-2019. Premier rappel de 24 heures, la consommation habituelle déclarée par les participants, tableau de composition des aliments de l'USDA, les lieux de restauration, le domicile, l'école, les autres lieux également, y compris les restaurants, le cinéma, la rue, la famille ou la maison. À noter que concernant les rapports diététiques, nous avons utilisé le tableau de composition des aliments de l'USDA. Cela nous a permis également de comprendre les comportements alimentaires. Maintenant, concernant les recherches précédentes, nous avons divisé les lieux de restauration en 3 catégories: domicile, école et les autres lieux, nous comprenons les restaurants, le cinéma, la rue, les familles ou la maison des amis. Nous avons eu également eu accès à des données anthropométriques, le poids, la taille de l'enfant ou de l'adolescent, le poids et la taille de la mère. Et ceci nous a permis de travailler sur des données sociodémographiques, le niveau d'éducation maternelle, l'état civil, le statut matrimonial, le sexe et l'âge. Maintenant, concernant l'analyse, je souhaite dire que l'estimation des données du panel à effet fixe produit un certain nombre de résultats en termes de changement dans le pourcentage moyen d'énergie provenant de chaque nutriment clé préoccupant. Je parle des sucres totaux, graisses, saturés, sodium, par rapport à la consommation totale d'énergie par lieu de consommation pour chaque enfant et adolescent en un été. Ainsi, nous avons ajusté cela en fonction du niveau d'éducation maternelle, du score Z de l'IMC de l'enfant, l'indice de masse corporelle, par rapport à l'adolescent, de la consommation et des endroits différents des résultats en semaine. Et cela a été ajusté. Et grâce au niveau d'éducation maternelle, comme je l'ai mentionné, le score Z de l'IMC de l'enfant par rapport à l'adolescent. Maintenant, regardons les résultats. Très rapidement, j'aimerais mentionner certaines caractéristiques démographiques de la cohorte. Pour les enfants avaient un âge moyen de 4,4
cette année, 49,7 étaient des filles et 20,6% d'énergie provenait des aliments consommés à l'école, et cela concernait 50% de filles. Pour les adolescents, nous parlons d'un âge moyen de 13,6 années, 43,2% de filles et 26,3% d'énergie quotidienne provenant des aliments consommés à l'école. Qu'en est-il des résultats? Concernant le changement dans la consommation des enfants, nous avons noté que la consommation de sucre saturé et de sodium ont diminué de manière significative suite à la mise en œuvre de la politique en 2019 pour les sucres et en 2019 pour les graisses saturées. À la maison, nous avons vu une baisse du sucre total, mais pas de changement significatif sur les graisses saturées et le sodium. Très intéressamment, nous avons observé une baisse d'un certain nombre de produits négatifs. Cela a connu une tendance contraire dans d'autres endroits. Ce résultat explique les écoles peuvent proposer un environnement nutritif meilleur dans le cadre des écoles pour les enfants et les adolescents. Ainsi, nous avons monté que les adolescents et la consommation de nourriture, ainsi les adolescents dans la consommation de nutriments, de nourriture concernant les nourritures ont eu des implications sur l'obésité, notamment la consommation des sucres a également été connue. Maintenant, à terme de conclusion, j'aimerais dire que le pourcentage de calories consommées à l'école par les enfants et les adolescents, les sucres totaux, les graisses saturées, le sodium, ont diminué après la mise en œuvre initiale de la loi chilienne sur l'étiquetage et la publicité des aliments. La preuve également d'un comportement compensatoire partiel avec une augmentation du pourcentage de calories provenant des nutriments préoccupants consommés à d'autres endroits, les restaurants, la rue de transport. Et j'aimerais dire qu'il est important de tenir compte des différents environnements alimentaires avec lesquels les enfants et les adolescents interagissent et non les contextes individuels. C'en est tout pour ma présentation. Un grand merci pour votre attention et j'attends vos questions avec impatience. Merci beaucoup, Gabriela, pour cette présentation si intéressante. J'ai toujours voulu entendre parler de ce qui se passait dans la situation chilienne et la mise en œuvre de cette loi très intéressante. Je pense pour revenir à Medina, nous avons vérifié la présentation. La présentation que nous avons partagée, c'est celle que nous avons reçue. Je vais maintenant passer à la prochaine présentation. Et ainsi, si vous pouvez partager une autre présentation, nous sommes ouverts. Je vais maintenant passer à notre prochain présentateur qui sera Miss Priyanka Jayakawadema de l'Institut des études politiques du Sri Lanka. Elle va nous parler également de l'efficacité des signes, des signaux de circulation et également sur les publicités pour améliorer les choix alimentaires. Vous avez la parole, chère Priyanka. Merci beaucoup. Je vais présenter cette étude sur l'impact des feux de la route sur l'étiquetage des produits alimentaires. Nous savons que ces couleurs sont très importantes pour éduquer le public lorsqu'il faut réaliser des choix alimentaires. Le Sri Lanka a introduit dans le cadre des régulations SSB des couleurs symboliques qui sont très importantes pour éduquer le public lorsque celui-ci réalise des choix alimentaires. Le système a été introduit par SSB en 2016. Concernant notre étude, concernant les motivations, il y a plus de 5 ans et l'efficacité n'a pas encore été évaluée de manière formelle. L'évaluation des régulations des SSB, et il est également très important de souligner la conformité des évaluations de l'efficacité et également de la compréhension du public dans le cadre de la mise en œuvre des politiques. L'objectif recherché est d'évaluer l'efficacité de ces nouveaux étiquetages. La méthodologie, étape, en premier lieu, identifier les dimensions les plus pertinentes des choix dans le cadre du SSB.
En deuxième lieu, nous avons travaillé sur la conception expérimentale et la combinaison des choix de l'étude. Et en trois, la collection de données et également une analyse économétrique. De plus, la collection de données est bien évidemment importante. En troisième lieu, les régulations sont également très importantes. Il y a plusieurs catégories. Maintenant, les attributs de choix, les catégories de boissons, les boissons carbonées, le nectar de fruits, les jus de fruits, les produits à base de lait, le code TLL, les codes de couleur des feux de la circulation, orange, vert et rouge, rouge, vert et ambre, pas d'étiquetage. Et concernant le prix, nous avons étiqueté en quatre sous-divisions: carboné, petit, 70, 100, grand, 150, 220, nectar de fruits, comme vous l'avez à l'écran, et le reste des boissons. Avec ces trois points, nous avons 48 choix. Et pour cette étude, nous avons fait un certain nombre de choix, de options. Donc, comme vous pouvez le voir, les panels de choix avec ce qui était utilisé, l'option A, les nectars de fruits, et l'option B, les boissons carbonées. Et nous avons identifié pendant ces possibilités de choix, vous pouvez voir avec un exemplaire l'option A et l'option B, RS60 et le RS220. Dans cette étude, nous avons réalisé plusieurs choix. L'étape numéro 3, c'était les données et les une étude de consommation réalisée en présentiel au sein des supermarchés et des mini-marchés, des épiceries, et 14 districts dans 9 provinces, 2500 consommateurs, avec une assignation aléatoire des choix pour les personnes interrogées, avec également un choix de cartes à hauteur de 10 pour les personnes interrogées, un modèle mixte et divers avec une variable de choix de SSB de 1, un certain nombre de variables explicatives sur le TLL et avec des boissons carbonées. Et maintenant, concernant cette étude que nous avons réalisée, et nous avons réussi à sensibiliser les consommateurs sur les TLL, les étiquetages euh, suite aux feux de trafic, sensibilisation des consommateurs sur les TLL par rapport aux caractéristiques sociodémographiques, selon les diplômes, le niveau d'éducation, et également concernant les sources d'information. Nous voyons 16% pour les journaux, les médias sociaux à hauteur de 29%, TV Radio 29% et auto-observation à hauteur de 72%. Il est très intéressant de voir que les informations reçues à travers les médias imprimés sont assez faibles. L'impact de cette de feu de la route sur les choix SSB, comme vous le voyez, variables. Nous avons les trois couleurs, rouge, orange, vert, pour les TLL et les étiquetages, et pour les types de boissons, nectar de fruits, jus de fruits et les boissons à base de lait sucré. Donc, lorsque l'on compare ces boissons, il y a un certain nombre de résultats très intéressants que nous voyons sur la diapositive. Donc, pour résumer, il vous reste 1 minute, s'il vous plaît. Donc, très intéressant de voir que la sensibilisation de ce système est associée avec des politiques de santé et des choix alimentaires sains. La probabilité de choisir des produits sains est beaucoup plus grande lorsqu'il y a des étiquettes cohérentes avec les feux de signalisation. Les choix SSB sont également significativement négatifs lorsqu'ils ont un effet sur le prix. Et les produits à base de lait sont utilisés de manière extrêmement large. Comme je l'ai mentionné, et ces choix sont très importants. En titre de conclusion, l'information sur les contenus, les boissons contenant du sucre, utilisant les TLL, aide les consommateurs à faire des choix pertinents
les consommateurs peuvent utiliser des étiquettes avec l'aide des si ceux-ci sont suffisamment informés et peuvent avoir une influence sur les décisions générales d'acheter ou de ne pas acheter un produit. Les prix également sont très importants dans le choix des produits les plus sains et la sensibilisation sur le TLL n'est pas uniforme parmi la population. Un grand merci. Un grand merci, Priyanka. Nous sommes prêts maintenant pour écouter Madina Mundawala. Elle vient de Tanzanie, du centre de nutrition. La décision a été réalisée après la revue intermédiaire concernant le plan de mise en œuvre et notamment sur la étude de nutrition et qui ont proposé une étude comparative. Ainsi, les preuves dans le processus d'élaboration du deuxième plan d'action national pour la nutrition multisectorielle de la Tanzanie, l'absence d'évaluation formelle de la ligne de fin en raison de contraintes budgétaires a mené à l'étude des leçons apprises afin d'acquérir de l'expérience. À ce titre, le Centre tanzanien de l'alimentation et de la nutrition, en collaboration avec les parties prenantes de la nutrition, l'USAID, Nutrition et l'UNICEF ont mené cette étude. Les conceptions et méthodes de l'étude, 3 objectifs étaient menés à obtenir des réponses intéressantes, une perception également de la NEP1 que nous avons réalisée grâce au groupe de travail. Nous avons utilisé un questionnaire avec plusieurs questionnaires et nous avons eu près de 8 à 12 participants dans tous les groupes de travail. Donc, les discussions concernaient sur l'expérience des parties prenantes et également sur le NAP1, également sur les différentes sources. Nous avons également demandé aux gens de revenir avec les différents points de vue des personnes parties prenantes, avec une matrice très intéressante qui nous a permis de différencier sur les études, notamment, qui ont été réalisées. Ainsi, la conception et les méthodes de l'étude nous ont permis de réaliser une conception d'études qualitative réalisée en utilisant des GTT comme plateforme basée sur 7 domaines, des discussions de groupe également. Les résultats maintenant, cela a été très intéressant pendant la phase d'implémentation et également cela a été bien évidemment également avec un certain nombre de responsabilités qui n'ont pas été réalisées. J'aimerais également connaître les résultats majeurs, également concernant les implications et également les fonds qui ont été alloués ont été intéressantes et également l'aide du ministère, les différents enjeux dans le cadre des ressources qui ont été réalisées, notamment parmi les personnes qui mettaient en œuvre ces questions, les indicateurs. Et de plus, un certain nombre de parties prenantes ont travaillé sur les responsabilités, et les rôles et les responsabilités. La suivante, s'il vous plaît. Les recommandations pour le NMNAP, donc les recommandations poursuivre la coordination des activités de nutrition dans le pays, renforcement de capacité, parce que nous souhaitons Je vous prie de continuer. Bonjour tout le monde. Merci de cette opportunité. Je m'appelle Bagat Chengat et je suis au Collège vétérinaire royal. Je vais vous expliquer notre travail sur le retard de croissance. Nous sommes un regroupement de recherche pluridisciplinaire. Nous essayons de comprendre avec une approche pour l'enfant vu dans sa globalité. Notre but est de transformer la nutrition avec des interventions pluridisciplinaires. Nous travaillons sur plusieurs sites en Inde, en Indonésie, au Sénégal, et nous
essayons de développer des interventions pour améliorer l'accès et améliorer la qualité de la nutrition basée sur les sources animalières consommées par les femmes allaitantes et les enfants. Le retard de croissance, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire si la taille pour âge est plus de 2 déviations standards en dessous des normes de croissance de l'enfant de l'OMS. Près de 162 millions d'enfants en dessous de 5 ans ont ce problème, surtout en Asie et en Afrique. Les causes en sont la nutrition et des facteurs génétiques et environnementaux. Bien sûr, la sécurité alimentaire est clé. Nous essayons de réduire ceci de 40% globalement. Il y a déjà eu des études qui montrent que nous sommes bien en dessous de ce 40%. Quelle est l'approche actuelle? Pour la plupart, nous essayons d'augmenter la consommation des nutriments avec de meilleures variétés de cultures, une mécanisation augmentée, mais une intervention basée uniquement sur la nutrition ne fera pas l'affaire pour le retard de croissance, même avec une couverture de 90% globalement. Pourquoi notre approche de la chaîne de valeur? Parce que les aliments de source animalière sont une source importante de nutriments essentiels. Dans beaucoup d'études, on a montré qu'une meilleure consommation de ces nutriments peut réduire les retards de croissance. Nous nous concentrons sur la valeur économique, la valeur nutritionnelle, la sécurité alimentaire et la durabilité. Et comme vétérinaire, nous nous focalisons sur la chaîne entière. Je peux caractériser les systèmes alimentaires dans le diagramme de la chaîne de valeur. On peut ainsi étudier plusieurs facteurs dans le système alimentaire. Il ne s'agit pas d'une approche nouvelle. Ce système a déjà été utilisé par rapport surtout à la sécurité alimentaire. Ce système nous permet de voir à quel point nous pouvons améliorer la sécurité des aliments qui sont disponibles. Quelles sont nos méthodes? Nous avons commencé avec une revue et analyse des données des aliments de source alimentaire dans chaque pays. Ensuite, nous avons modélisé la chaîne de valeur en utilisant des interviews avec producteurs, consommateurs, intermédiaires, grossistes et transportateurs. On a fait des échantillonnages biologiques à un moment difficile, à un moment critique, avec des tests en laboratoire qui sont suivis par des évaluations de risque qui dépendra qui va regarder les aliments qui ont été contaminés. Je vous donne les premiers résultats de l'Inde. C'est en Inde qu'on a fait beaucoup de travail. En Inde, on a décidé de se focaliser sur le lait et sur les animaux. En Inde, le système de la nutrition est intégré verticalement. Il y a la possibilité de vendre informellement. Il y a beaucoup plus d'activités informelles en Inde. La foi, les hiérarchies au sein des ménages ont des rôles importants à jouer. Par exemple, s'il y a plusieurs membres de la famille dans un ménage, ceux qui sont supérieurs dans la hiérarchie peuvent influencer ce qu'on mange. Avec la religion, certains aliments peuvent être restreints ou les seuls animaux utilisés pour la nourriture peuvent être pour le lait qui est très haut en teneur nutritionnelle. Il y a aussi une mauvaise sensibilité et des idées fausses concernant des aliments de source animalière, mais en Inde, il y a déjà des interventions en place
dans les maternelles, par exemple, où les œufs sont distribués. On sait que ces enfants reçoivent au moins un œuf par jour. Il y a aussi de mauvais systèmes d'assurance de la qualité pour des aliments qui pourrissent facilement. Et bien sûr, la disponibilité de ces aliments dépend de la saison. On en a discuté et on a vu qu'il fallait nous concentrer sur des aliments culturellement acceptables. À part le lait, c'est peut-être des aliments trop difficiles à comprendre. Nous avons voulu encourager des chaînes locales moins longues et les interventions que nous avons faites dépendaient de la disponibilité actuelle et des pratiques de la consommation. Par exemple, dans certaines communautés, on préfère un aliment animal. Dans d'autres communautés, la majorité peut consommer un aliment différent. Je tiens à remercier UKRI et toute l'équipe qui nous ont fourni les moyens et le travail pour faire cette étude. Merci à vous. Merci, Bakia. C'était notre dernier intervenant. On va prendre les questions qu'on a déjà reçues. Vous pouvez saisir les questions dans le chat et après avoir posé les questions qui existent déjà, je vais poser les miennes. La première question est de Gabriela Aprianka. Elle pose la question, pouvez-vous me dire davantage sur la méthode utilisée pour trouver les niveaux d'attribution? Avez-vous utilisé des groupes de discussion? Priyanka, vous avez déjà saisi quelque chose dans le chat, mais vous avez peut-être quelque chose à ajouter. Oui, Gabriela. Actuellement, en fait, nous avons fait une étude et du point de vue technique, nous avons pu prendre en compte le fait que le règlement ne s'applique pas. Donc, il fallait savoir comment capter l'effet de l'étiquetage de tricolore qui n'est pas déjà pris en compte. Nous avons donc adopté le système et nous avons reçu de l'aide technique pour nous permettre de mettre cela en œuvre. Merci. Merci à vous. Prochaine question de Sarah McClung. Elle pose la question à Medina. Voici la question. Votre étude a-t-elle informé des changements de plan pour le NMA vers la surveillance de la performance? Merci, Sarah. C'est une bonne question. Je peux dire oui, les enseignements ainsi que les groupes de travail technique doivent être renforcés et nous devons surtout établir des indicateurs intelligents parce que nous avons vu que nous ne sommes pas encore dans la possibilité de dire que tous les objectifs ont été réussis. Notre étude nous a ouvert les yeux. Nous voyons maintenant ce qu'il faut faire pour suivre nos progrès. Nous le prenons très au sérieux et ça sera intégré au deuxième plan. Question supplémentaire que je voudrais vous poser, Medina. En Afrique, on nous dit toujours que ça marche mieux si le bureau du Premier ministre nous organise. Et vous avez trouvé pareil dans votre étude. Est-ce que cela veut dire que si nous ne sommes pas dans le PMO, nous ne pouvons rien améliorer? Ou qu'est-ce que vous en pensez, vous? Merci, Namoko. Bonne question. Selon le système ici, c'est plus facile si ça commence à ce niveau-là. La plupart d'eux travaillent dans le bureau du Premier ministre et pour les activités liées à la nutrition, c'est plus facile si nous demandons à chaque secteur de mettre en œuvre l'activité concernée. Donc, les parties prenantes pour la nutrition
nous ont conseillé de continuer la coordination à partir du bureau du Premier ministre. Et une autre question que j'ai par rapport à la présentation sur le système d'étiquetage de feu tricolore. Les aliments laitiers n'étaient pas compris dans le système. Pourquoi sont-ils exonérés? Par exemple, si un yaourt est très sucré, c'est important, non? Actuellement, à Sri Lanka, c'est quelque chose qui est très promu pour les écoliers. Et pour cette raison, il fallait un règlement différent pour cela. C'est pour cette raison que les produits laitiers ont été exonérés d'inclusion. Merci. Autre question, cette fois pour Gabriela. La question concernant la compensation dans certains endroits, c'est-à-dire les éléments positifs par rapport au choix meilleur. Quelle en était la raison? Le savez-vous? Merci Makolo de votre question. Je pense que ça serait intéressant de comparer mes conclusions avec une étude comparative. Nous pensons que ceci a eu lieu parce que le règlement n'a pas compris ces autres aliments vendus au restaurant, par exemple, qu'on trouve facilement dans les collèges ou dans plusieurs endroits dans le pays. Nous pensons que c'en est une raison. Autre raison, peut-être, que ces enfants grandissent, n'est-ce pas, pendant l'étude et s'achètent de plus en plus d'aliments, comme les adolescents, ils vont aussi au restaurant. Cette compensation partielle claire a été une de nos conclusions, comme ça aurait pu être quelque chose de gagné dans le milieu scolaire, par exemple. Merci à vous. Et maintenant, une autre question pour Katerina. Dans votre travail, il me semble que l'achat d'aliments dans le secteur public et les achats dans le secteur multisectoral pouvaient aider à réduire les difficultés. Pouvez-vous éclairer le type d'achat public auquel vous faites référence? Merci de cette question. Le cadre que j'ai utilisé pour identifier de multiples résultats, dans ce cas, il y a eu des exemples différents. Par exemple, le régime scolaire où les villes achètent localement des fruits chez les producteurs pour les donner aux écoliers. En même temps, un achat public pour les cantines des collèges et écoles où l'on change les critères pour acheter des produits spécifiques qu'on considère nutritifs pour les repas en cantine. Principalement, ça relevait des cantines scolaires. Gabriela, j'ai jeté un coup d'œil sur ce que vous avez saisi en ligne et pour moi, c'était très intéressant que vous avez indiqué que l'impact de certaines de vos politiques pourrait être amélioré avec des stratégies mises en œuvre en dehors de l'école. Quel type de politique en dehors de l'école envisagez-vous qui entraînerait de meilleurs choix alimentaires pour les adolescents? Merci de cette question. Quand j'ai parlé de ce qui se passe en dehors de l'école, j'ai voulu dire les politiques qui règlent ce qui se passe autour des écoles. On a très peu de connaissances sur la mise en œuvre de ceci. En voilà un deuxième exemple et il faut expliquer ce que veut dire l'école, les collèges. Ça veut dire non seulement ce qui se passe à l'intérieur, mais aux alentours de l'établissement. Basé sur certaines informations que j'ai vues en ligne, Priyanka,
À vous maintenant. Vous avez indiqué la volonté des consommateurs de faire des compromis entre les différents avantages et des produits différents. Pouvez-vous nous éclairer sur les aspects qui intéressaient les consommateurs? Pour la plupart, ces compromis relevaient de choix d'options. Avec les boissons gazeuses, par exemple, on choisissait souvent cela, mais notre recommandation est d'utiliser le système d'étiquetage parce qu'en faisant leur choix, leur connaissance sur l'étiquetage tricolore est utilisée. Sinon, les consommateurs n'ont pas de possibilité d'obtenir ces informations. Maintenant, j'ai une question pour Bagia, spécifiquement par rapport à votre conclusion que s'adresser aux défis relevés par la chaîne d'approvisionnement, cela peut être résolu en prenant en compte la gouvernance des prix pour les aliments de source animalière. Ce genre d'aliments est toujours considéré inaccessible à cause de leur prix. Quel genre de gouvernance de prix envisagez-vous qu'on pourrait explorer? Après cette question, nous allons poser la question de Nam Dong parce qu'elle a levé la main. Merci. Donc, Baguerre, merci de cette question. Par rapport aux interactions concernant la gouvernance des prix, actuellement, pour les aliments de source animalière, les prix varient selon le produit. Ceci ne marche ni pour les producteurs, ni pour les consommateurs que nous ciblons. Une chose qui marcherait, je pense, serait de subventionner un peu le processus de production pour qu'un produit de haute qualité soit produit et en même temps un système de prix qui reflète la qualité des produits. Le consommateur pourrait donc avoir accès aux produits de bonne qualité et les producteurs seraient récompensés. Merci à vous. Pendant votre question, s'il vous plaît. Merci. Ma question est pour Gabrielle. Très intéressant de voir qu'à 4 ans à 13 ans, les enfants compensent leur consommation. J'ai 2 questions à cet égard. Comment la politique d'étiquetage a influencé les enfants en dehors du milieu scolaire? Et la deuxième question, un enfant de 4 ans ne s'achète pas d'aliments. Donc, il s'agit, normalement, ça serait la mère, la personne qui s'en occupe, qui choisit les aliments. Merci. Merci pour ces 2 questions. La première, un aspect important que je n'ai pas mentionné, c'est que les aliments vendus dans les restaurants ou par des vendeurs peuvent vendre des aliments étiquetés, mais ces aliments ne se trouvent pas au sein des écoles. Et on voit qu'il y a de plus en plus de ces aliments issus de restaurants fast-food sont vendus en dehors du milieu scolaire. Il serait intéressant d'évaluer leur teneur en sodium, sucre, etc. Nous pensons que ça vient pour la plupart de cette restauration rapide, comme les hot dogs, etc. Pour la deuxième question, si l'enfant, l'adolescent peut sortir de l'école, s'acheter de quoi manger, ça dépend de la situation, mais il ne peut pas le faire pendant la journée. Par contre, à l'entrée du collège, il peut s'acheter quelque chose à manger parce qu'il y a des vendeurs qui attendent à l'entrée du collège pour vendre leurs produits. Donc, quand l'enfant sort pour rentrer chez lui, il peut s'acheter quelque chose en rentrant s'il habite assez près de l'école.
Comme ça, il peut s'acheter des choses qu'il ne peut pas manger à l'école. À 4 ans, on a de l'argent pour s'acheter quelque chose. Oui, oui, à 4-5 ans, ça ne peut pas arriver. Mais lorsqu'on va à l'école élémentaire, tout ça change. Je le sais, d'après notre étude, que les enfants en première classe ont de l'argent pour s'acheter quelque chose en rentrant. C'est très répandu. C'est l'argent de poche, quoi. Donc, en tant que parents, nous avons des problèmes à prendre en compte pour que les enfants mangent bien. Je pense que nous sommes venus à la fin de nos présentations. Ça a été une session vraiment intéressante. Nous avons regardé la gouvernance des systèmes alimentaires avec des exemples venus de lieux différents. Avec moi, voulez-vous remercier nos intervenantes merveilleuses, Catherine, Martina, Gabriela, Priyanka et Bhagia. Merci à vous. Merci de ces présentations intéressantes. Vous pouvez en regarder les résumés qui sont déjà en ligne. Je vous encourage à le faire. Il y a beaucoup à apprendre. Merci à tout le monde et à nos hôtes et bonne journée à vous tous. Merci Namokolo. Et je répète ce que vous avez dit pour remercier tous les présentateurs et tous les participants. Les questions ont été excellentes et merci de votre patience pendant les difficultés techniques que nous avons connues aujourd'hui. Bonne journée et au revoir.